il est décoiffant, je l'ai décoiffé d'ailleurs. Et c'est toujours extrêmement puissant et dérangeant. On arrive d'ailleurs souvent à des conclusions qui sont proches par des chemins extraordinairement différents. C'est toujours une grande surprise d'écouter ce qui est en train de développer. Pour les étudiants, vous avez beaucoup de chance aussi. Il est comme on va essayer de mettre ça un peu plus fonctionnellement quand on a des grands chercheurs qui viennent nous voir. Il est OK pour discuter avec ceux d'entre vous qui ont envie de discuter avec lui après les séminaires. À partir de 2h30, moi, je le gardais un peu avec moi pour discuter, j'aime bien discuter avec lui aussi. Mais pour ceux qui veulent discuter avec lui, donc vous voyez avec Olga, à partir de 2h30, 3h, il faut pouvoir le rencontrer, discuter avec lui de ce qu'il fait ou de votre projet en expliquant ce que vous faites et ce que ça a à voir avec ce qu'il fait et comment c'est. Voilà. Et globalement, avec les intervenants extérieurs, on va essayer de mettre ça en place. Donc à chaque fois, on vous enverra un peu avant celui que vous fait le séminaire pour que vous puissiez venir discuter ou présenter votre projet ou discuter avec lui si vous voulez après le séminaire. Voilà. Merci beaucoup Didier de cette invitation. Je suis vraiment content de vous rencontrer, qu'il y a tellement de jeunes gens dans l'audience. Et comme il m'est interdit de préparer bien mes séminaires, et même le discours, car je m'endors. Si je sais ce que je veux dire, je m'endors pendant mon propre séminaire. Donc c'est toujours une improvisation. Et comme c'est une improvisation, j'aimerais beaucoup que vous m'interrompez. N'attendez pas la fin pour demander, ça ne me gêne pas du tout, au contraire. Ça me rassure qu'on est en dialogue, en polylogue. Didier vient de dire quelque chose. On partage, et moi je suis certainement fier de me trouver dans cette compagnie de gens comme lui. Nous avons presque une mission. Les gens se sont habitués à ce qu'on soit des provocateurs, malgré les cheveux blancs, des provocateurs, des gens qui cherchent à voir est-ce que par hasard on ne se trouve pas dans un cul-de-sac logique. C'est très facile d'être. Aujourd'hui, je vais vous parler du vieillissement. Et un cul-de-sac où moi je trouve ce domaine se trouve, c'est parce que mes collègues, qui sont des grands experts, moi j'ai commencé à travailler il y a 5 ans seulement, dedans je suis novice, débutant, ils font tout le temps des fautes logiques. Par exemple, c'est pas possible que le vieillissement soit quelque chose de simple. Pourquoi? Parce que les manifestations du vieillissement sont tellement compliquées, c'est très très compliqué. Et vous allez remarquer, d'habitude, quand les chercheurs sont souvent gonflés, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils disent c'est très très compliqué, it's very complicated. Au lieu de dire je ne sais rien là-dessus, je ne comprends rien. Et de temps en temps, quand j'ai le nerf, je dis mais comment savez-vous que c'est compliqué si vous ne savez pas? Comment savez-vous que c'est compliqué? Peut-être que c'est très simple. Il suffit de dire donc l'argument est ce n'est pas possible que ça soit si simple que ça, car le vieillissement c'est très très compliqué. Chaque maladie humaine, regardez, est très très compliquée. Je ne vois pas une où la conclusion des chercheurs qui travaillent sur ces maladies dit ah, c'est très simple. Pour quelle raison? C'est parce que chaque dégât, si le dégât n'est pas terminal, le massue qui détruit en une seconde tout, si le dégât n'est pas terminal, les conséquences du dégât révèlent la complexité du système et pas la complexité du cause des dégâts. Et voilà, il suffit, les gens, même les chercheurs, ils sont des mauvais chercheurs, tombent facilement sur, ils veulent être rassurants, ils veulent apparaître critiques, etc. Et ils vont nous dire, voilà, c'est très compliqué. Moi, je vais provoquer, vous provoquer, en disant que peut-être c'est très simple à l'origine et que les conséquences doivent être compliquées car l'organisme humain, même la bactérie E. coli, est
très compliqué comme la machinerie, donc les conséquences ne peuvent pas être simples si le système est compliqué. Alors, le titre donc que j'ai mis ce matin, la biochimie de la mort cellulaire et la biologie de la survie. C'est parce que finalement, prenez n'importe quel le meilleur des livres de biologie moléculaire et essayez de voir où est la chimie, le diagnostic de la mort cellulaire. Qu'est-ce qu'on connaît sur la mort? Pourquoi les cellules meurent? Et comment? Et comment diagnostiquer la mort cellulaire? Que la bactérie maintenant, elle vit, elle est malade, elle vit. Ah, maintenant elle est morte. Chez les humains, il y avait le croque-mort, voir si ça va bouger. Il y a le stéthoscope, le cœur, maintenant le cerveau, est-ce qu'il y a des signaux? Même là, de déterminer le moment où on est mort, c'est encore assez académique. Mais chez E. coli, c'est encore moins. Chez les cellules en culture, encore moins de savoir, oui, ça va, c'est encore vivant, pouf, c'est mort. Le mieux que j'ai trouvé dans la littérature pour les bactéries, c'est le moment, c'est la dépolarisation de la membrane qui fait sortir les petites molécules, les triphosphates, toutes les petites molécules importantes, qui fait sortir, qui ouvre le sac cellulaire, et maintenant on ne peut plus le récupérer. Donc c'est le moment où certains colorants peuvent entrer dedans et vous diagnostiquer pour des raisons pragmatiques, voilà, ces cellules-là. Même s'il n'y avait pas le colorant, elle ne va jamais récupérer sa biosynthèse car les petites molécules, les métabolites sont sortis et c'est la fin sans retour. Voilà, je vais maintenant vous dire quelque chose général. J'aimerais vous partager avec vous un moment personnel dans la vie où on se dit, ben voilà, je n'ai pas 20 ou 30 ans de la carrière, sauf si mon projet réussit, bon, je vais vous faire rire. Devant moi, on ne peut pas se permettre le luxe à faire n'importe quoi, on ne devait jamais se permettre le luxe à faire n'importe quoi, même quand on est très très jeune. Et vous avez un maître qui va vous certainement un peu guider, assister à ne pas faire, ne gaspiller jamais le temps. Le temps, c'est la chose la plus précieuse, c'est la seule chose qu'on a, c'est la vie. Le temps de la vie, il n'y a rien de plus. It's only game in town, diraient les Américains. Et donc, comme j'ai commencé ma carrière à 26 ans, en me ridiculisant, car je commençais à parler d'un système dont je donnais le nom SOS, sauver notre bateau, sauver la vie. Et pendant 3 ans, j'étais ridiculisé, sauf que je n'étais pas très exposé car j'étais inconnu. Mais maintenant, je risque plus. Je vais bien maintenant arriver vers la fin de ma carrière, essayer de provoquer, de me ridiculiser, soit ça sera le contraire. Et voilà, je vais partager avec vous cette passion plutôt sportive et ne me comprenez pas mal, dans le sens, en fait, je risque de vous mener à avoir un esprit que je n'ai pas. Je ne suis pas de ces chercheurs qui sont devenus une caste dominante dans le MBO, dans l'establishment. Parlez bien avec eux, vous allez voir, écoutez-les bien quand ils sont ensemble, vous allez voir qu'ils ne sont pas intéressés à la science. Pas vraiment. Ils sont intéressés au succès dans la science. Ce qui les intéresse, c'est le succès, récompense, grant, prix Nobel, millions de quelque chose, etc. Vous allez voir qu'il manque la passion à se trouver dans le processus. Or, moi, et encore, peut-être c'est utile de partager avec vous, ce qui m'intéresse surtout, c'est le processus. C'est un peu comme l'évolution. L'évolution n'est pas là pour faire l'homme, ni baobab, ni le dinosaure. C'est pour faire des tas de choses imprévisibles. Dans la recherche, le plus grand bonheur, certainement la plus grande récompense et le cadeau aux sociétés,
c'est le moment où on est surpris. Ce n'est pas le moment où on dit « Ah, très bien, tu es vraiment malin, tu avais bien prévu ça, les résultats montrent que tu avais raison. » Non, ça c'est pour le petit ego, etc. qu'on oublie le lendemain. L'ambition de moi comme chercheur, c'est de me dire « Ah, j'étais en train de faire ceci, en faisant le malin peut-être, mais ce que je viens de voir, je n'ai jamais pu rêver ça. » D'ailleurs, personne ne pouvait rêver ça, car c'est l'équivalent de radioactivité, d'antibiotiques, des semi-conducteurs. Donc c'est le moment où vous devez donner le nom. Inventer le nom à quelque chose que vous voulez voir, c'est la preuve, c'est le diagnostic, c'est une grande découverte. Car s'il n'existe même pas le nom pour ça, ça c'est la découverte. Donc quand on dit découverte, on l'utilise trop facilement. Donc voilà, je vais partager avec vous ce projet. Vous allez voir pourquoi je suis arrivé à ce projet. Peut-être il faut... Voilà, ça c'est mon point de vue. Ça c'est à Split, là où vous avez vu. Vous avez vu les plaquettes des universités, des grands laboratoires pharmaceutiques. Il y a toujours une belle fille qui pipette, comme ça, ou quelqu'un qui regarde dans le microscope, comme si c'était ça. Or, il y a les machines à pipeter qui sont beaucoup plus efficaces que le plus habile de nous. Ça, c'est le travail le plus important. C'est de réfléchir. Et ça sont les physiciens, comme par hasard. Voilà, au bord de la mer. Et ça se passe ici. Voilà. C'est très beau. Voilà. Encore, il ne faut pas souffrir pour être productif. Et voilà, ça c'est le village de Tito, où dans les années 60, les tiers-mondistes, les leaders de tiers-monde, se voyaient ici avec Tito et ils jouaient la troisième force à l'époque dans le monde. Maintenant, tout ça s'est disparu. Voilà. Ça, c'est comme ça. Ici, on peut habiter une cinquantaine de personnes. Ici sont les laboratoires. C'est l'auditoire, petite salle, la cuisine, etc. Donc, c'est une sorte de monastère joyeux au bord de la mer où on a installé déjà 3-4 groupes. Et voilà, j'espère que cet isolement par rapport à l'establishment va donner de bons résultats. Voilà. Mais je voulais partager avec vous ceci. On arrive, c'est que, encore une fois, vous allez voir le projet, qui est normalement vers la fin de la carrière, c'est-à-dire qu'est-ce que je pourrais comme généticien rêver à vouloir faire. Et ça, c'est quelque chose d'interdit. Ça, c'est politiquement totalement incorrect. Ça symbolise les 6-7 milliards de génomes humains, les variations sur le thème, toutes humaines, mais avec un peu de polymorphisme qu'on appelle souvent silent polymorphism, silencieux, mais certains polymorphismes ne sont pas silencieux du tout. Cette maladie ici sont soit le knockout, on est né malade, soit les prédispositions, on sera malade à 50 ou 60 ans, différentes prédispositions. Donc si on était lucide, on devait chercher les méthodes, et on les a, avec les méganucléases, etc., à extraire cette source de souffrance humaine dans le génome, ça sont des différents génomes humains, individuels, ouais, et finir avec ça. Alors, ça garde toute la diversité génétique, sauf on a extrait la diversité qui provoque la souffrance. Beaucoup de gens qui ont peur de ça, je parle maintenant de la lignée germinale, hein. Je parle que, pas seulement de le faire au niveau des cellules somatiques, mais de se débarrasser de ça dans la lignée germinale, donc c'est l'homme génétiquement modifié. Watson avait dit une fois ça, il ne faut pas le citer pour beaucoup de choses, and what's wrong with having healthy children? Certains de nos collègues vont dire, oui, mais c'est très compliqué, cette biologie des systèmes, cette épistase avec l'autre. Écoutez, épistase ou non, moi je vois seulement que les gens qui sont en pleine santé, ils sont bien plus heureux et chanceux que ceux qui sont nés malades, qui sont